Salut à tous la famille, aujourd'hui on est avec Rémi Reverchon, présentateur, commentateur, écrivain, basketteur, globe-trotter, ouais tout ça. Et ouais tout ça, et on vous passe la suite. Enfin bon, je pense qu'on n'a plus besoin de vous le présenter. Salut Rémi, comment tu vas? Salut mec, ça va et toi? Merci de l'invitation. Ça va très bien, ça fait plaisir justement que tu aies accepté cette invitation. Donc comme prévu, on s'appelle aujourd'hui pour parler de ton livre Road Trip NBA qui ressemble à ça pour ceux qui l'auraient pas vu, qui est Ah, sorti il est le beau. 21, le 21 octobre dernier. Est-ce que tu peux nous en dire plus, le présenter, nous dire comment t'es venue l'idée, quand est-ce qu'a commencé la rédaction, pardon, et tout ce qu'il faut savoir sur ce bouquin. Écoute, l'idée d'écrire un bouquin, moi je l'ai toujours eu dans un coin de ma tête parce que je kiffe les bouquins. Ma mère m'a appris à aimer les livres depuis que je suis tout petit, donc voilà. Maintenant, ce qui s'est passé concrètement, c'est que mon éditeur qui s'appelle Amphora m'a contacté en tout début d'année et m'a proposé d'écrire un bouquin sur le basket, en me laissant carte blanche sur le thème. Donc, c'était ma chance et j'ai sauté dessus. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai réfléchi à un concept et j'ai pondu un truc qui me collait un peu à la peau, moi, c'est-à-dire un bouquin qui combine mon amour de la NBA, mais aussi des States en général, de ce pays un peu fou. Et donc, voilà, je raconte les 28 villes des États-Unis où tu as une équipe NBA, au travers un peu, bien sûr, du basket, mais surtout, je vais bien au-delà, je raconte la culture, je raconte la bouffe, la musique, je raconte l'histoire de chaque ville. C'est-à-dire que je raconte qu'aller à Atlanta, c'est pas comme aller à Dallas ou aller à Portland ou aller à New York. Ce pays est tellement immense qu'il y a plein de choses à y découvrir et c'est ce que j'essaie de raconter. Ouais, c'est sûr. Ouais. Bah, moi, à titre personnel, j'ai bouffé en 3 jours la semaine dernière ton livre, j'ai kiffé. Et il y a une chose Cool. que j'ai beaucoup apprécié par-dessus tout, c'est que tu abordes justement ce road trip à travers le basket, mais aussi à travers les villes en elles-mêmes, la bouffe, les visites, les supporters, et aussi tu parles de politique. Tu parles de politique à de nombreuses reprises en parlant de Obama, Trump, Martin Luther King, Joe Biden. Et tu fais le lien avec les mouvements Black Lives Matter qui est survenu l'année dernière suite au meurtre de George Floyd. Qu'est-ce que tu penses de l'importance des joueurs dans de tels mouvements? Et est-ce que tu penses, comme certains, que les joueurs ils doivent rester dans leur rôle, rester dans leur domaine, ou au contraire se servir de leur notoriété pour faire bouger les choses? Le fameux shut up and dribble de De Trump à Kobe. LeBron. Non, évidemment, je pense pas comme ça. Je pense que le but de ce livre, c'est pas de faire la politique, mais de la politique. Mais si vous me suivez un peu, vous savez que j'ai du mal à rester complètement muet sur ce sujet aussi. Et moi, je trouve que culturellement, les sportifs ricains ont un temps d'avance sur les sportifs européens. Qui ont souvent un peu peur de s'impliquer politiquement pour des raisons purement commerciales parce qu'ils veulent pas se mettre de monde à dos, parce que ton équipementier, ça fait pas bien, parce que ceci, parce que cela. Alors qu'aux States, les têtes d'affiche ont compris que c'était des leaders d'opinion. Quand tu vois LeBron James et Steph Curry qui prennent la tête de la lutte anti-Donald Trump, par exemple, tu vois, ça en France, j'ai pas le souvenir d'avoir vu Kylian Mbappé s'impliquer comme ça politiquement, par exemple. Alors, Après, c'est un choix, hein, c'est pas une critique, chacun fait bien ce qu'il veut, mais moi, je trouve ça cool. Je suis plus dans l'esprit de ce que font les Ricains, je trouve ça bien. Ces mecs-là, ils sont suivis par des mecs comme toi, comme moi, mais aussi par des centaines de milliers, de millions de gamins à travers le monde. Et je trouve que c'est bien que les LeBron James, Steph Curry et compagnie aient une voix politique et disent ce qu'ils pensent. Je trouve ça bien, moi. ouais, ouais, c'est important. Et je me souviens, dans le reportage qui est passé sur Kobe, là, encore ce week-end, il disait, quand il était oscarisé, on est censé dribbler et se taire, mais c'est sympa qu'on puisse faire plus quand même. Bah oui, bah, évidemment. Mm. Bon, du coup, en parlant de Kobe, dès le début du livre et tout au long de ton récit, tu parles des joueurs qui t'ont marqué. Tu cites Allen Iverson, Shaquille O'Neal, Kobe, ou encore Carmelo Anthony. Quel joueur a eu le plus d'importance pour toi? Je pense qu'il y en a un au-dessus des autres. Ah, c'est Kobe, clairement. Après, moi, quand je suis tombé amoureux du basket, alors si tu veux tout savoir, je découvre un peu sur le tard le basket, j'ai 13 ans à peu près. Moi, je suis 85, donc tu vois, c'est en 98. Et je tombe amoureux du basket avec trois joueurs à ce moment-là qui dominent. C'est Kobe, donc, c'est Allen Iverson et c'est Shaquille O'Neal. Donc, c'est les trois mecs qui m'ont fait kiffer le basket au départ. Après, petit à petit, j'ai adoré plein de joueurs. J'ai été fan de Kevin Garnett. J'ai découvert, quand j'ai eu la chance d'être étudiant là-bas, Carmelo Anthony, dont je suis tombé fou amoureux aussi. Donc voilà, il y a eu des mecs au fur et à mesure que j'ai appris à kiffer. Mais de base, les trois mecs qui me font aimer le basket, c'est Kobe, Iverson et Shaq. Avec Kobe un peu au-dessus. Avec Kobe au-dessus, parce que le truc, c'est comme j'ai vécu 3 ans à Los Angeles à l'époque où il y jouait, j'ai eu ce lien physique avec lui, c'est-à-dire que je le couvrais tous les jours à l'entraînement.
Je l'ai interviewé plein de fois, lui poser des questions, tu vois, rentrer un peu dans ce quotidien. Et ça m'a fait passer depuis le côté fan jusqu'au côté, tu vois, la proximité existait en fait. C'est-à-dire que Ouais. je vais pas dire, je n'étais pas du tout pote avec Kobe, j'ai pas cette prétention, mais il savait qui j'étais. Et donc voilà, il y a un lien qui s'est développé de mon côté en tout cas. Ouais. Bon, en vrai, ça m'étonne pas vraiment. Moi, je me souviens, le jour de sa mort, en janvier 2020, je m'étais branché sur Bein. Vous étiez en prime avec l'équipe d'NBA Extra. On a senti que c'était quelqu'un que tu portais dans ton cœur. Tu as eu d'ailleurs, comme tu l'as dit, la chance de l'interviewer. On précise aussi à ceux qui n'ont pas lu ton livre que tu as eu la chance d'interviewer des monstres comme Isaiah Thomas, donc Kobe, Shaq, Magic Johnson, Jason Kidd et j'en passe une flopée. Est-ce que tu as une interview qui était au-dessus des autres et est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter sur cette interview? Bon, l'interview la plus marquante pour moi, c'est la dernière que Kobe m'a donnée quand il est venu à Paris en 2017. C'était pour une tournée avec Nike, avec son équipementier. Et il accorde que 2 interviews en France à son passage. C'est une pour l'équipe avec Gaëtan Scherer qui faisait l'interview et une pour moi sur Bein. Et je passe une demi-heure avec lui. Et tu sais, c'est marrant, c'est un peu comme quand j'ai fait LeBron quand il est venu à Paris aussi. Ce genre d'interview, en amont, c'est toujours une pression de fou. Tu sais, tu as tout son staff qui t'écrit, qui te met la pression, le staff de l'équipementier, la sécurité de l'hôtel, tout le monde vient te voir, te dit il va falloir faire vite, il ne faut pas lui parler de ça, attention, pas de dédicace, pas de photo. Enfin, tu vois, les mecs te mettent une pression surnaturelle. Voilà. Mais une fois que le mec est là, lui, et c'était pareil pour Kobe et LeBron, c'est cool. Les mecs sont cool en fait. Ils sont juste comme toi et moi, tu vois. Les mecs sont des bons mecs, ils veulent parler, ils sont contents d'être à Paris, ils viennent discuter. Et donc, moi, tu vois, j'avais à force de se prendre la tête avec tous ces gens-là autour qui m'avaient mis la pression, j'étais un peu nerveux. Et en fait, quand ça arrive, quand Kobe arrive, bah, c'est cool. Tout se passe bien. Il a un charisme de fou, il est très sympa, il te met à l'aise et tout. Et donc voilà, c'est un super souvenir parce que moi j'ai souvenir d'avoir un peu la pression et de me dire putain, je vais pas profiter de l'interview tellement j'ai peur de faire une connerie avec tout ce qu'on m'a dit. Et au final, tout s'était très bien passé, quoi. Vraiment. Ouais, c'est plus qu'il y a autour, les gens qui te mettent la pression, qui sont chiants plutôt que l'interview qui doit être un vrai kiff, quoi. Clairement, clairement. Ouais. Bon, tu vantes les mérites de plusieurs villes, du coup, dans ce livre, tu en as fait 28, on rappelle. Et aujourd'hui, si tu devais conseiller une ville à un jeune fan de basket en quête de voyage, que ce soit niveau mode de vie, musique, franchise, évidemment, supporters, climat, activité, tout ça, quelle ville tu conseillerais? Bah, les 2 choix évidents, c'est New York ou LA, parce que c'est les 2 villes qui concentrent toute la culture ricaine, alors qu'ils sont très différentes. Hein. New York, c'est la ville très urbaine, c'est un mode de vie à 100 à l'heure, le métro, le monde, c'est un peu La ville qui dort jamais. cousin. Ouais, la ville qui dort jamais, cousin de Paris, un peu, tu vois, dans le style de vie, dans le lifestyle, au top de la hype sur les soirées, sur la SAP, sur tout ça. Puis tu as 2 équipes NBA, donc tu as plein de trucs à voir. Et l'autre choix, c'est Los Angeles. Moi, je suis amoureux de LA. Moi, tu sais, il y a c'est marrant, cette lutte East Coast, West Coast. Moi, je suis un gars West Coast à 100%. Et voilà, je suis amoureux de Los Angeles. J'ai vécu 3 ans là-bas. Et du coup, Los Angeles, c'est le climat, il fait beau, il fait chaud. C'est une ville immense, mais une ville tentaculaire. C'est pas comme à New York, tu marches pas à LA, tu prends ta Ouais. voiture partout. C'est tourné vers la plage, les gens sont tous beaux, tous gaulés, ils font du sport et tout, c'est incroyable. Et puis tu as aussi 2 franchises de basket qui sont quand même plutôt cool, les Ouais. Lakers et les Clippers, donc tu as plein de baskets à voir. Donc voilà, c'est les 2 choix évidents. Moi, je recommande LA, mais si vous dites New York, je vous en veux pas. Puis tu as les bouchons qui te rappellent Paris aussi. Ouais, il y a ça aussi, c'est pas faux, les bouchons interminables de Los Angeles. Ouais, ça doit être dur. Bon, à l'heure actuelle, ton métier, je pense ton poste, tu sais, enfin, en fait rêver plus d'un. Dans ton palmarès des débuts de livre, tu dis que tu as couvert 9 finales NBA, de nombreux Ouais. All-Star Games. Et bon, on imagine c'est des moments magiques. Et avec un peu de recul, est-ce que tu saurais nous donner le meilleur moment de ta carrière en rapport avec la NBA? Eh ben, je dis souvent que le souvenir professionnel le plus fort que j'ai moi, c'est marrant parce que c'est pas en termes basket le moment le plus fort de l'histoire, c'est les finales NBA 2011 quand Dallas et Dirk Nowitzki sont champions, qui tapent le Miami de LeBron et de Dwayne Wade et de Chris Bosh. Euh, C'était pour Canal Plus à l'époque que je taffais, et donc je suis sur place avec Georges Eddy, avec Bruno Poulain qui commente les matchs, et avec Xav Votion avec qui je bosse, et on est mis en duo, Xav et moi, pour faire des reportages. C'est-à-dire que Xav est le reporter et moi je suis son cadreur. En fait, je le suis partout, la caméra à la main. Et pendant toutes les finales NBA, Canal nous demande de faire chaque soir de match un reportage sur les coulisses du match. Et donc on se balade 2 heures avant dans les coulisses, on marche dans les couloirs, on va voir l'échauffement des joueurs, on interviewe les stars qui sont autour, etc.
Et donc, on tournait plein d'images. On a eu des interviews folles. On a eu David Stern, on a eu Magic Johnson, on a eu Jason Kidd, on a eu des mecs incroyables. Et puis après, on regarde le match. Et à la fin du match, on partait dans ma chambre d'hôtel et on passait la nuit entière à monter le reportage qui était diffusé le lendemain sur Canal. Et c'était hyper intense, hyper dur. On t'a fait jusqu'à 4, 5, 6 heures du matin parfois pour monter le reportage. Mais c'était tellement cool. Professionnellement parlant, je me suis éclaté. J'ai fait des trucs fous. On était à Dallas et Miami, deux villes sympas, géniales et tout. Et c'est un super souvenir professionnel. Je me suis régalé. Ouais, quand tu fais ce que t'aimes, ça passe toujours plus vite, hein. Ouais, C'est ça. Bon, du coup, je voulais, pour finir, te prendre quelques secondes pour te poser une petite série de questions auxquelles tu m'aurais donné ta réponse sans te justifier. Mais du coup, vu qu'on a un peu de temps, tu peux nous en toucher un peu. Vas-y. Qui est le meilleur joueur de la NBA à l'heure actuelle? Kevin Durant. Ça fait même, je pense, 2 ou 3 ans, on exclut sa période de blessure, là, du tendon d'Achille, que Kevin Durant est pour moi le plus fort joueur de NBA. C'est un monstre comme j'ai rarement vu. LeBron restera l'un des plus grands de l'histoire, et sûrement le deuxième plus grand de l'histoire pour moi derrière Michael Jordan. Mais LeBron, il a passé son prime, on va pas se mentir. Il est de 84, il va avoir 37 ans là cette année. Et Kevin Durant, par contre, c'est un monstre. Un mec de 2m10, 2m11, 2m12, je sais même pas combien il fait, qui t'envoie des pralines à 3 points en tous les sens, qui a une vitesse d'exécution et tout, qui est capable de défendre, mobilité incroyable et tout. C'est un monstre pour moi, Kevin Durant. Pas encore Giannis, du coup. Non, je mets Durant encore devant, ouais. Pour la facilité du basket, quoi. Quand on le voit rentrer Il est plus et créer à complet, tu vois. mi-distance. Alors, Yanis progresse à une vitesse folle et avec Durant qui va aussi passer son prime et décliner un jour ou l'autre. Je pense que Yanis pourra être un bon successeur, tu vois. Mais Durant est plus complet. Si Yanis avait un shoot, bon, bah, il n'y aurait même pas débat. Mais Durant est plus complet. Ouais. Ok. Tony Parker, du coup, dans les 75 meilleurs joueurs de l'histoire? Écoute, je sais que ça fait parler ça chez nous, mais bizarrement, ça fait pas trop parler aux States. C'est-à-dire que les Ricains, eux, quand ils parlaient des snobs, ils parlaient de Vince Carter, de Tracy McGrady, même de Pau Gasol un peu, mais je les ai pas trop vus parler de Tony. En bon français que nous sommes, on trouverait ça logique, mais au final, écoute, alors oui, on peut discuter d'enlever Damien Lillard, on peut discuter d'enlever des mecs comme ça, ou Chris Paul, mais est-ce que Tony mériterait plus de rentrer là-dedans que Pau Gasol? Est-ce qu'il mériterait plus que Vince Carter, tu vois, des mecs comme ça? C'est un débat sans fin. Je sais pas, moi, c'est un classement, c'est subjectif, tu vois. Je m'attarde pas trop là-dessus, moi, ça me choque pas plus que ça en tout cas. Ok, ça marche. Cette année, qui gagne le Rookie of the Year? Cette année, qui gagne le Rookie of the Year, tu as des sérieux candidats, hein. J'aime beaucoup, beaucoup Scottie Barnes à Toronto qui fait plein de trucs. Gros début de Mais saison. ouais, sur le début de saison, j'ai l'impression, on va voir, mais que Cade Cunningham ne sera pas dans cette course-là. Jalen Green fait des stats, mais dans une équipe qui est bien éclatée à Houston. Et il y a la possibilité d'Evan Mobley qui est pas mal parce que Cleveland, ça gagne quelques matchs. Ouais, ça gagne en ce moment. J'hésiterai entre Evan Mobley et Scottie Barnes, mais je pense qu'il est plus NBA ready et j'irai peut-être sur Scottie Barnes, moi. Ouais, il a fait des sacrés matchs. En plus, il a un temps de jeu énorme avec Toronto. Et il gagne. Ouais, en ce moment, ça gagne. Bon, quelle est la pire ville de ton road trip? Indianapolis. Minnesota? Ah. Non, Indianapolis, ville la moins fun que j'ai fait. Alors pourtant, moi je suis un dingue de sport méca, j'aime la F1 et tout, mais au moins là-bas, tu me diras, il y a la culture de l'IndyCar, des 500 miles et tout ça. Mais en dehors de ça, Indianapolis, pour moi, c'est la ville la moins fun que j'ai fait. Ouais, c'est un gros, le centre, c'est un gros centre business où à 18h, quand les gens, parce que les Ricains, ils finissent tôt leur journée de travail, ils commencent plus tôt, à 18h, quand tout le monde est rentré chez soi, il n'y a plus rien. Tout est mort, t'as pas un bar, t'as pas un resto dans downtown, t'as rien. Donc ouais, Indianapolis. Ok. Qui sera champion NBA cette saison si on s'arrêtait maintenant là? Enfin, si tu devais le dire maintenant. Ah, si je devais le dire maintenant. Ouais. J'ai quand même envie de croire aux Lakers. Ouais. Si tu penses que Ouais. Westbrook va revenir à fond, que tout va bien suiler. J'ai l'impression que c'est en train de se mettre en place et il faut juste toucher du bois par rapport aux blessures parce Ouais. que c'est Ils la sont vieux crainte un peu. numéro un sur les Lakers. Je me dis que ça va peut-être prendre un moment ou un autre. Il y a trop de talent dans cette équipe. Je te dirais, aujourd'hui, je te dirais les Lakers. J'aurais peut-être l'air d'un con dans 3 mois, mais aujourd'hui, je te dis les Lakers. Puis Carmelo qui apporte un sacré truc hein, là, pour l'instant. De fou. Incroyable, Carmelo. La pire interview que tu aies pu faire avec un joueur ou un personnage NBA. À chaque fois, le pauvre lui tombe dessus. On m'a déjà demandé ça et j'ai déjà sorti son blast. J'espère que ça va pas lui revenir. J'ai eu le seul vrai accro que j'ai eu avec un joueur NBA, c'était avec JJ Redick.
Ouais, alors qu'il a l'air pourtant, et c'est ça le pire, c'est que depuis, j'ai l'impression, j'ai dû tomber sur un jour où il était de mauvaise humeur, où je sais pas, Ouais, il lui est ça arrivé arrive un aussi. truc, son chat était mort, ou j'en sais rien, tu vois, parce que j'ai l'impression que c'est un bon mec, mais avec moi, il a été grave pas cool. J'ai le souvenir de lui avoir dit, c'était un jour, tu sais, dans les vestiaires, enfin, en NBA, tu as accès quand tu es journaliste au vestiaire dans l'avant-match, avant le Covid, Ouais. en tout cas, c'était ça, pour faire tes interviews. Et donc, tu allais voir les joueurs et tu leur demandais, est-ce que tu as une minute, est-ce qu'on peut discuter et tout. Et les mecs te disent oui, non. En général, ils disaient oui. Moi, quand ils voyaient que j'étais français, ça les faisait marrer, ils me disaient souvent oui. Et bah, lui, JJ Redick, c'est le seul qui a fait un peu le connard avec moi. Quand il a vu que j'étais français, il m'a dit non, non, genre, ça l'intéressait pas. Genre, je lui avais posé une question quand même. Je lui ai dit, bon, bah, je saurais même plus te dire laquelle, mais une question un peu basique, genre, je crois que c'était à son époque Orlando à l'époque. Je me demande si c'était pas à l'époque où il jouait avec Mike Pietrus et j'avais voulu lui faire parler de Mike Pietrus. Et peut-être qu'il s'entendait mal avec Mike. Enfin, je sais plus trop. Mais bref, il n'avait pas été cool du tout avec moi et ça, je m'en souviens, ça m'avait marqué. Et du coup, je m'étais toujours dit, putain, c'est un sale con, JJ Redick. Et alors qu'en fait, depuis, j'ai l'impression que c'est pas du tout un sale con, c'est juste qu'il était, je sais pas, il était mal luné ce jour-là, je pense. Ouais, ça arrive. Bon, du coup, quelle est ta surprise cette année? Quelle est ton équipe surprise en NBA? Équipe surprise cette année en NBA, je pourrais t'en citer plusieurs. Alors, si on parle de vraies surprises, Toronto, je les attendais pas du Ouais, tout surpris aussi aussi. fort. Moi, je les avais mis là, surtout avec Siakam absent pour un moment, je les avais mis vraiment au fond de la conférence Est. Je les avais mis, allez, j'avais mis 3 équipes derrière eux dans mes classements. J'avais mis les classiques, là, Orlando, Cleveland et je sais plus qui. Détroit. Et Détroit, voilà. Et finalement, ils sont bons, ça gagne des matchs, ça joue bien au basket. Et comme d'hab, ils développent des mecs, tu vois, Scotty Barnes, c'est ouf, quoi. Mm. Van Vliet est super fort, donc ouais, Toronto, allez. L'effet Nick Nurse, hein, peut-être. Ouais, peut-être. Il y a Mm. peut-être un moment où il faudra reconnaître 2, 3 trucs pour lui, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a une interview que tu n'as jamais réalisée et que tu dois absolument faire avant de prendre ta retraite, même si tu as encore le temps? Justin Timberlake. Je rêve d'interviewer Justin Timberlake Ah, j'ai parce vu que je sur kiffe Memphis. sa musique. Je suis un putain de fanboy et en plus, il est propriétaire mineur des Memphis Grizzlies. Donc, il y Mm. aurait un lien basket, tu vois. Donc, voilà. Si un jour je peux faire Justin Timberlake, je prends ma retraite. Bah, qui Non, c'est pas t'entende vrai. alors? C'est pas vrai, je prends pas ma retraite. La ville où tu voudrais qu'il y ait une franchise et il n'y en a pas, Alors, ou qui reviennent déjà. le cœur te dirait Seattle, voilà, qui reviennent, Ouais, ouais. parce que c'est une ville qui pue le basket et qui mérite d'avoir sa franchise. Mais mon côté foufou et mon amour pour cette ville te dirait Las Vegas, Ouais. parce que c'est incroyable Las Vegas. À la place de qui? À la place de quelle Bah, franchise? pas à la place, en expansion, tu sais, ça parle Ah d'une ouais, expansion, d'augmenter le nombre d'équipes. Donc voilà, si tu crées 2 équipes, t'en mets une à Seattle, une à Las Vegas et tout le monde est content. ouais. Et pour finir, bah, du coup, tu nous as un peu spoilé, mais qui est le GOAT? Ah bah c'est Michael Jordan. Number 6. Jordan. Open. Chicago with the lead. C'est De alors loin pour le toi? GOAT. Le GOAT, de manière sérieuse, pour moi, c'est Michael Jordan qui reste devant LeBron James. Moi, je tranche ce débat dans ce sens-là. Mais le GOAT de cœur, pour moi, ça restera Kobe. Ouais. Ou tu le mettrais où dans le classement all-time, Kobe? hors sentimental, ouais. Bah, Kobe, moi, je suis capable de te le mettre numéro 3, mais on va m'insulter. Donc, je suis capable de mettre Jojo en 1, LeBron en 2 et Kobe en 3 et de te le mettre devant tous les monstres que tu veux, les Abdul-Jabbar, les Bill Russell, qui tu veux. Donc, je sais qu'on va pas être content que je dise ça, mais bon, après, encore une fois, c'est un classement et il n'y a pas de vérité là-dedans, quoi. C'est subjectif. Ouais, ouais, c'est dur. Bon, eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah déjà, Que les livres merci Théo de marchent? l'invitation. C'est cool de discuter avec vous. Me souhaiter bah, déjà que la NBA nous offre une belle saison, qu'on retrouve, et j'ai l'impression que c'est le cas, la NBA qu'on avait avant le Covid, c'est quand même cool, des salles pleines, du basket, pas trop de blessures et tout. Donc ça, c'est cool. Et puis surtout qu'on est, tu sais, nous, on a la chance cette année de pouvoir repartir aux États-Unis pour le All-Star Game, puis les finales. Donc voilà, que ça se passe bien, qu'on ait une belle finale NBA qui nous attend sur Bein cette année, quoi. Ouais, on espère. Bon, bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Allez, merci Rémi, salut. Et avis à tous les fans de basket, de voyage, des États-Unis ou tout simplement de la lecture. N'hésitez pas à aller vous procurer votre livre Road Trip NBA chez votre revendeur. Il en vaut vraiment le coup.